Bonjour, ici CryptoList, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 17 mai, samedi. Alors, bon week-end à tous. Je fais une vidéo un peu style test parce que ça va me permettre de voir qu'est-ce que ça donne de traduire cette vidéo-là en anglais pour l'autre chaîne. Alors, c'est parti. Prix du XRP qui se situe présentement à 2,34$. Pullback, toujours en bas, bullish. Mais on est en train de flirter avec la ligne rouge du modèle MAC qui est Moving Average Channel, qui est expliqué dans mon cours. Alors présentement, on n'est pas en situation de shorter le XRP si c'est ça que vous voulez faire. Du moins avec mon système et un time frame de 4 heures. Je répète le prix, 2,34$. Communauté, Discord. Si ça vous intéresse de parler de crypto, c'est la place. Vous allez voir que c'est super cool d'être sur le forum Trader Relais Crypto Relais sur Discord. On a du fun en masse et ça ne fait que commencer. Comment on fait pour rejoindre ça? C'est simple. Accès gratuit sur wap.com, Club Trader Relais. On clique sur Obtenir l'offre et c'est gratuit. Alors pour qu'est-ce que j'ai trouvé aujourd'hui? On va aller voir John Eddington à propos du rejet par la juge Torres de la demande de décision indicative dans l'affaire SEC Ripple. C'est parti. Là, c'est une petite vidéo, là. C'est pas très grave, là. Je fais des tests. L'important, c'est d'écouter en français qu'est-ce qu'il y a à dire. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y a pas ici de motivation politique. Vous savez, j'ai toujours dit que la juge Torres était compétente et tout ça, et je pense qu'elle a bien géré l'affaire, mais vous savez, j'espère qu'avec la crypto, la nouvelle administration, Trump et les mêmes coins, elle ne trace pas une ligne ici en pensant que la crypto est mauvaise et qu'elle prend position. Ce n'est pas parce que la SEC a changé que je vais changer ma décision. J'espère qu'elle ne va pas camper sur ses positions de cette manière. Mais à quoi peut-on s'attendre? Je pense qu'on va devoir attendre un mémoire et je dois vous dire, je pense que la SEC va devoir ravaler sa fierté. Je pense qu'ils vont devoir reconnaître leur tort dans ce mémoire conjoint en admettant que cette affaire était mal engagée. Je pense qu'ils doivent mentionner que le Congrès travaille sur des projets de loi, que les actifs numériques sont similaires à des matières premières et qu'ils en sont arrivés à la conclusion que l'ETH, le XRP, le Solana, le Bitcoin, tous ces cryptos sont en réalité plus proches des matières premières et ne devraient pas être régulés. Je pense qu'ils doivent dire, écoutez, il n'y a pas de victimes ici dans le cas de Ripple. Ripple peut vendre à une banque comme Bank of America, n'est-ce pas? Ils peuvent vendre à un fonds spéculatif. Ce sont des personnes qui souhaitent faire affaire avec Ripple. Donc, cette injonction que vous avez mise en place, les limites et désavantages en réalité Ripple par rapport à d'autres projets, et nous pensons que ce n'est pas juste. Il n'y a pas de victimes ici. Votre injonction nuit en fait à l'entreprise américaine, nuit aux sociétés qui veulent utiliser cette technologie pour les systèmes de paiement et autres applications de ce genre. Citez les projets de loi du Congrès. Tout cela revient essentiellement à dire, en résumé, nous nous sommes trompés sur les actifs numériques. Vous savez, c'était une nouvelle technologie et nous avons fait évoluer notre façon de penser. Et rassembler tout cela pour ensuite dire aux juges, c'est désormais dans l'intérêt du public. Les actifs numériques font partie de notre nouveau système pour l'avenir et XRP en fait partie. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. OK. Alors, il dit qu'il pense que la SEC vont devoir ravaler leur fierté. C'était fait comme pas de la bonne façon. Et la juge n'accepte pas ça. Quand même, c'est surprenant pareil, hein, de encore avoir de quoi comme ça. Il n'y a rien de grave, c'est juste que ça a été fait pas correctement selon les bonnes manières. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais leur montrer. Mais inquiétez-vous pas, qu'XRP est toujours pas une sécurité et ça ne sera jamais. C'est juste que c'est de la paperasse qui a été mal faite, en gros. Next, on peut voir ici Mike Novogratz de Galaxy qui dit qu'il a bien hâte à lundi, et moi aussi. Et pourquoi? Pourquoi lundi? On sait que les contrats futurs sur XRP vont commencer sur le CME. Et aussi, il va y avoir l'entrée en vigueur de Coinbase au S&P 500.
La crypto est enfin sur le point d'y arriver, n'est-ce pas? On va enfin faire passer un projet de loi lundi. On est enfin à l'aube de l'adoption institutionnelle. Si. Et, tu sais, on a construit notre entreprise pour ce moment, alors... Ok, c'est juste un petit extrait. Mais quand cette personne parle, habituellement, j'aime ça l'écouter. La crypto est enfin sur le point d'y arriver, n'est-ce pas? On va enfin faire passer un projet de loi lundi. On est enfin à l'aube de l'adoption institutionnelle. Et qui parle du projet de loi, le Genius Act, là, qui est lundi. Alors, tout ça, c'est à suivre. Le vice-président de Ripple, en charge des stablecoins, a déclaré « Nous sommes en discussion avec plusieurs fonds souverains d'envergure. » Je vais écouter ça. Je sais que c'est peut-être long, mais en même temps, c'est pour mon test par rapport à ma chaîne anglaise. Impiler. Puis, ça c'est pas toujours comme petit mème, là. Ça aussi, c'est une erreur de ma part. Nous vous retrouvons en direct du Consensus 2025 organisé par Coindesk à Toronto. Pour ce segment, je suis accompagné de Jack McDonald. Il y a une tonne de bonnes informations dans ce qu'il va dire. Écoutez, ça vaut la peine. C'est 7 minutes, mais ça vaut la peine. Président principal des stablecoins chez Ripple. Nous sommes ici pour discuter de la sécurité, de la confiance et de la fiabilité des stablecoins. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bienvenue sur Trade Talks. Merci de m'accueillir. Et en 2024, chez Ripple, vous avez lancé le RLUSD. Il a déjà atteint une capitalisation boursière de bien plus de 300 millions de dollars. Qu'est-ce qui le différencie de ce qui existe déjà sur le marché? C'est une bonne question qu'on me pose souvent depuis le lancement, et je pense que l'origine de tout cela est vraiment liée à notre histoire et à notre expérience dans les paiements transfrontaliers, un domaine dans lequel Ripple évolue depuis 14 ans. Nous avons été l'un des principaux émetteurs de l'USDC, donc nous avons vu l'intérêt du cas d'usage. Concrètement, ce qui nous distingue et ce qui distingue les stablecoins, c'est que, vous savez, je les classe dans différentes catégories. Il y a ceux adossés au dollar américain et ceux qui ne le sont pas. Plus de 95% de la demande concerne ceux adossés au dollar américain. Certains sont réglementés, d'autres ne le sont pas. Nous nous concentrons exclusivement sur les stablecoins réglementés, conçus pour les entreprises, adossés au dollar et détenus dans une logique fiduciaire. Cela nous amène donc à cibler une clientèle institutionnelle, celle que Ripple sert déjà, et à le faire dans le respect de la réglementation. Ainsi, nous poursuivons plusieurs cas d'utilisation, mais toujours à partir de cette base, si vous voulez, en pariant que le passé n'est pas notre avenir, c'est-à-dire que la croissance de 0 à 240 milliards a été menée par de grands émetteurs qui ne sont pas réglementés de la même manière que nous. Nous pensons que ce sont les institutions qui vont stimuler la prochaine phase de la demande et qu'elles vont vraiment rechercher ce type de fondation que Ripple incarne. En parlant d'institutionnel, vous venez tout juste d'annoncer l'acquisition de Eden Road pour 1,25 milliard de dollars, faisant de vous la première entreprise crypto à posséder un courtier principal mondial multi-actif. Comment RLUSD s'intègre-t-il dans cette stratégie plus large? Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à ce sujet, et je pense que l'une des initiatives que nous menons chez Ripple depuis un certain temps est de combler le fossé entre la finance traditionnelle et l'univers crypto Web 3. Beaucoup de nos clients qui utilisent nos services de paiement et de conservation sont des banques traditionnelles, des institutions financières. L'acquisition de Eden Road vient simplement accélérer encore davantage cette thèse globale et plus précisément, leur activité qui est en pleine croissance et à mon avis très innovante englobe à la fois des clients issus de la finance traditionnelle et du secteur crypto. Nous réfléchissons donc à la manière dont nous pouvons introduire RLUSD dans leur structure de capital réglementaire, dans l'ensemble de leur façon de prêter de l'argent en utilisant RLUSD comme une forme de monnaie, si l'on veut, au sein de leur écosystème et vraiment générer plus d'activité pour eux afin que cela soit utilisé de manière plus large. Prenons un peu de recul un instant. Que font réellement les institutions financières et les entreprises avec les stablecoins aujourd'hui et que doit-il se passer pour que l'adoption se fasse à grande échelle? Eh bien, c'est une question vaste selon les différents types d'institutions. Donc, nous avons parlé dans le secteur des paiements. Encore une fois, les stablecoins reviennent sans cesse comme l'application phare pour les paiements. Je pense que beaucoup de clients, jusqu'à présent, se sont détournés de l'utilisation des crypto-monnaies en raison de leur volatilité inhérente. Donc, les stablecoins connaissent un certain succès à ce niveau. Et je pense que le fait d'être régulé attire d'autres institutions à entrer sur ce marché. Donc, cela en fait partie. Je pense aussi qu'il y a un travail de sensibilisation en cours qui doit s'intensifier sur le fait que les stablecoins sont en réalité ce qu'il y a de moins crypto dans l'univers des cryptos, en particulier ceux comme le nôtre, adossés au dollar américain et fortement régulés.
Ils représentent vraiment une alternative à un paiement en dollars américains. Et je pense qu'une fois que les clients ou les prospects auront bien compris cela, ils se sentiront plus à l'aise lorsque leur comité des risques ou leur conseil d'administration se réunira. L'autre chose qui doit se produire, c'est que la couche d'infrastructure doit continuer à se développer au sein de l'écosystème, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous avons lancé RLUSD sur le marché, nous nous sommes d'abord concentrés sur la disponibilité sur les plateformes d'échange. Nous avons d'excellents partenaires et nous en avons d'autres que nous allons annoncer dans les prochaines semaines. La prochaine étape consiste vraiment à développer l'infrastructure. Nous ne pouvons pas le faire seuls, donc nous avons besoin de plus de points d'entrée et de sortie. Nous avons besoin de plus de prestataires de services de paiement. Nous avons besoin de plus de banques qui acceptent, vous savez, les entreprises liées aux crypto-monnaies ou aux actifs numériques, afin de préparer le terrain pour que les stablecoins puissent être utilisés comme moyen d'échange et de transfert de richesses. Je pense qu'en associant ces deux éléments à une certaine clarté réglementaire que nous obtenons ici aux États-Unis, cela sera le véritable déclencheur pour l'utilisation future des stablecoins. Je pense simplement qu'il est important de noter que RLUSD était mis sous la supervision du NIDFS, Oui, charte de confiance. c'est ça. J'imagine que cela aide pour la transparence, la supervision, la confiance des utilisateurs. Cela semble familier pour les institutions. Oui, c'est le cas. Et certainement pour les institutions. Et je pense que tu as tout à fait raison. Nous sommes également, en tant que société de fiducie, un fiduciaire. Donc c'est différent de si nous avions émis cela sous une licence de transfert d'argent, par exemple. En tant que fiduciaire, et c'est un fait et une distinction peu compris mais extrêmement important, c'est que nous détenons en réalité les réserves de nos clients dans un compte isolé en cas de faillite, strictement destiné à ce que ces réserves soient utilisées comme monnaie de remboursement. Donc si Ripple ou tout autre émetteur disposant de ce type de licence devait, vous savez, faire faillite dans des circonstances imprévues, aucun créancier ne pourrait saisir les réserves qui sont véritables. T'as entendu? S'ils feraient faillite, Ripple, les fonds des institutions ou des particuliers sont en sécurité. OK, ça c'est vraiment big et c'est hyper important. Isolés en cas de faillite. Et la raison pour laquelle nous pouvons faire cela, c'est parce que nous sommes un fiduciaire selon les lois bancaires de l'État de New York. Droite. Donc, c'est une distinction très importante qui, selon nous, va inciter davantage d'institutions à faire appel à nous à l'avenir. Oui. Et RLUSD, vous avez été listé sur Aave, Kraken et maintenant Gemini. Quelle est la prochaine étape pour Ripple USD? Et où voyez-vous la dynamique s'installer? Eh bien, nous allons certainement arriver sur d'autres plateformes d'échange que nous annoncerons ici dans les semaines à venir. Nous voyons également déjà une demande de la part des clients de Hidden Road, par exemple, qui souhaitent utiliser RLUSD comme collatéral et l'intégrer dans leur propre flux de transactions. Nous faisons donc appel à plusieurs régulateurs, par exemple, pour qu'ils approuvent RLUSD et d'autres stablecoins émis comme le nôtre en tant que bons collatéraux. C'est une avancée majeure qui, à mon avis, va vraiment ouvrir des perspectives pour l'activité. Je pense vraiment que la capitalisation du marché va croître ici. La règle, vous savez, le grand avantage de la législation qui est proposée, c'est que nous sommes déjà sur une bonne trajectoire du point de vue réglementaire. Certains ont suggéré, gardez la barrière haute. Nous préférerions que cette barrière soit levée et qu'il y ait plus de participants, car nous pensons que tant que vous respectez les règles, cela favorisera une plus grande croissance du marché. Et cette opportunité est immense si l'on considère non seulement les paiements transfrontaliers, mais aussi les marchés de capitaux. Nous discutons avec certains fonds souverains très intéressants. Nous sommes en discussion avec des sociétés de financement du commerce. Nous sommes en discussion avec de grandes organisations caritatives. Je veux dire, les cas d'usage peuvent croître de façon exponentielle dès lors que vous discutent avec des fonds souverains. OK, ça c'est big. Disposer d'un stablecoin comme le RLUSD qui répond aux critères auxquels les institutions sont habituées, comme vous l'avez mentionné plus tôt, et qui dispose de l'infrastructure nécessaire pour soutenir la façon dont elles souhaitent l'utiliser. Parfait, Jack. Merci d'avoir été avec nous sur Trade Talks. Beaucoup de choses qui ont été dites. OK, si vous avez mal entendu, en tout cas, moi je trouve que ça parle très très bien en français là. Réécoutez-le, mais tout est clair. Le RLUSD est connu et va connaître un énorme succès. Et j'ai hâte de voir pour les clients de Hidden Road. Apparemment, la demande commence à rentrer. Et le RLUSD va être utilisé. Et les institutions veulent l'utiliser comme collatéral. Avant de quitter, le prix du OLX qui est à combien? On va vous dire ça immédiatement. Mais que j'ai mis ça en prix et non market cap. 3,67 $. Alors, belle opportunité pour ceux qui n'en ont jamais acheté
de rentrer en position dans le OLX. Okay, je rappelle qu'il y a le paiement de token et le CFH et le paiement de reward. En détenant du OLX, vous avez le droit d'avoir du CFH en airdrop à tous les mois pendant 5 ans. Okay, 825 000 tokens vont être distribués aux holders de LP token ou de CFH pendant les 5 prochaines années, à tous les mois. Alors, merci de m'avoir écouté. C'était surtout aussi une vidéo test que je voulais faire. Puis, n'ayez pas peur. Si vous voulez participer et m'encourager, allez sur First Ledger et mettez $1, mettez $5, mettez un petit quelque chose. Encouragez-moi dans mon projet. Puis, on a une communauté francophone. C'est comme ça que j'ai décollé mon projet. Puis, maintenant, c'est de le faire connaître à plus de monde que juste les francophones. Alors, s'il y a du monde qui sont intéressés à participer, un sacré bon prix d'entrée présentement sur le token OLX. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que je ne vais jamais communiquer avec vous en premier sur Discord. Si quelqu'un communique avec vous en premier, c'est quelqu'un qui m'imite et c'est une arnaque. Alright, à plus la gang.